Bonjour à tous, c'est l'Air du son et on est ravis de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite enceinte, parfois noire, parfois grise, parfois blanche, une enceinte à qui l'on parle et qui nous parle. On peut lui demander à peu près tout sans être vraiment sûr qu'elle puisse répondre. Une enceinte qui nous accompagne dans notre vie quotidienne de chez nous. Et oui, dans cette émission, nous allons parler des assistants vocaux personnels, dits assistants intelligents. Alors Google Home, Amazon Echo ou Alexa pour les intimes, HomePod d'Apple, Jingo bientôt lancé par Orange, etc., etc. La voix est le nouveau gadget technologique par excellence. Tout au long de cette émission, on va se demander pourquoi celle-ci est devenue un outil technologique à part entière. Avec moi aujourd'hui pour en discuter, deux invités. D'abord Emmanuel Alix, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du pôle numérique du quotidien L'Équipe. Depuis le 26 octobre, L'Équipe a lancé son propre format sur l'enceinte connectée Google Home. Vous allez nous en parler évidemment. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et à mes côtés également, Maël Primet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Snips. Snips, c'est une start-up parisienne qui a créé une plateforme vocale pour les assistants intelligents et plus largement, vous travaillez sur la reconnaissance vocale. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'Air du son. Merci. Et en fin d'émission, nous avons rendez-vous avec Sophie Massieu pour une nouvelle chronique sur un nouveau livre audio. Bonjour Sophie. Bonjour Andréane, bonjour à tous. On va parler de quoi cette fois-ci Sophie ? Écoutez, on va se lancer dans les sciences, on va parler d'ondes gravitationnelles et de trous noirs. Ouh. Bon et ben allez, c'est l'Air du son, on y va. Alors moi déjà j'aimerais commencer cette émission en vous demandant à vous, Maël Primet, de m'expliquer avec des mots simples, c'est quoi un assistant vocal personnel ? Alors un assistant vocal personnel, c'est censé être un objet, soit physique, soit une application sur son téléphone, à laquelle on peut poser des questions en langue naturelle, par la voix, avec un dialogue de tous les jours, et obtenir une action ou une réponse. Alors ça peut être mon téléphone à qui je demande la météo ou l'heure de mon prochain rendez-vous. Ça pourrait être ma machine à café à qui je demande de faire mon café préféré le matin quand je me lève, etc. Donc a priori, je pourrais avoir un assistant vocal dans un peu n'importe quel objet autour de moi. Emmanuel Alix, vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, tout à fait. C'est à peu près ça. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai rencontré David Lacomblède pour préparer cette émission. Il dirige IAB France, qui est une association interprofessionnelle dans le monde de la publicité, qui participe à définir les normes de distribution de la publicité sur Internet. Voici comment il décrit la fonction des assistants personnels. Aujourd'hui, sur Internet, on a accès à tous les contenus, à tous les savoirs, à toutes les connaissances. C'est une véritable bibliothèque d'Alexandrie. Mais parfois, il manque un peu le bibliothécaire dans la bibliothèque. On ne sait pas vraiment y accéder. Les assistants vocaux permettent d'avoir accès à cet océan de contenu et en fonction de ses demandes, d'aller puiser dans ce qu'on recherche. Et ça donne un accès à une certaine vision encyclopédique des contenus, là où avec votre smartphone, avec votre ordinateur, vous étiez dans la réactivité sur l'information, vous voulez savoir de minute en minute si une actualité progressait. Avec les assistants vocaux, avec le temps que l'on a à côté et avec l'accès à cette myriade d'informations, c'est un accès à une encyclopédie d'informations pour permettre d'aller plus loin. Et donc, qui dit aller plus loin, dit réfléchir, et donc avoir un point de vue et se forger ce point de vue. Charge à l'utilisateur de se débrouiller dans ce maquis d'informations. Mais on a bien vu au fil des années que les internautes devenaient des rédacteurs en chef de leur propre vie, savaient parfaitement hiérarchiser l'information, aller à l'essentiel et finalement se faire leur propre paysage d'informations personnelles. Un bibliothécaire, un majordome, un concierge numérique, on entend ou on lit toutes sortes de personnifications pour ces objets intelligents. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Alix, de ces personnifications ? C'est dur à dire. Oui, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est comment ça, notamment dans le domaine de l'information, comment ça peut nous accompagner dans notre consommation quotidienne de l'info avec plus de personnalisation, plus d'accompagnement, plus on se fait prendre la main par l'assistant personnel. Enfin, on se fera prendre la main, c'est pas encore le cas aujourd'hui, pour nous accompagner dans notre consommation au quotidien. Donc oui, je pense que la définition est assez bonne. Ça concerne surtout l'information, du coup ? Non, ça concerne tout. Ça concernera votre chauffage, votre électricité, votre
votre machine à café, comme Maël l'évoquait tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est vraiment... on est, entre guillemets, on est deux et à ta place, je te simplifie la vie et je te propose de faire des choses. Mais il y a un enjeu particulier sur... Excuse-moi Sophie. Il y a un enjeu particulier sur l'information du coup. Et sur l'information, c'est le sujet que je connais le mieux, mais oui, je pense que sur l'information, pour pouvoir avoir son JT audio du matin à la bonne heure au bon moment, son information, si je prends le domaine du sport, je suis en train de regarder un match de foot et ça va m'apporter une information complémentaire en fonction de ce qui se passe pendant le match. Voilà, c'est le genre de choses qui sont, en tout cas dans le domaine de l'information que j'étudie le plus. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses. Mais du coup, à vous entendre les uns et les autres, on a l'impression que c'est quand même assez révolutionnaire. Est-ce que c'est juste un prolongement du smartphone ? Par exemple, parce qu'avec le smartphone aussi, on a accès à des informations de bon matin, des informations qu'on choisit, etc. Est-ce que ces enceintes vocales, ces assistants vocaux personnels sont un prolongement ou une autre révolution de la même ampleur, à votre avis, l'un ou l'autre ? Je le vois comme quelque chose de complémentaire au sens où effectivement c'est souvent, en tout cas sur les assistants vocaux du commerce comme Google, celui d'Apple qui va arriver bientôt, c'est souvent le même logiciel qui est derrière, la même intelligence, les mêmes données. Celui d'Amazon n'a pas de smartphone, donc c'est juste un objet, mais c'est un peu les mêmes services. Après on l'utilise de manière un peu différente, c'est-à-dire que ce qu'on a vu avec Amazon, c'est que les gens l'utilisent énormément pour les achats du quotidien, etc. Donc c'est en train de transformer un peu la manière dont les gens gèrent leur maison, par exemple, parce que c'est l'objet qui est fait pour ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est en fonction du contexte dans lequel se trouve l'assistant, on va l'utiliser d'une nouvelle manière, et ça va faire émerger des usages nouveaux aussi, quoi. Et c'est vrai, pour compléter, c'est que l'assistant, là, on parle de l'enceinte Google ou d'Echo d'Amazon, mais moi, je pense que l'usage principal, ça sera à travers son smartphone. Parce que l'enceinte, c'est très bien, mais je pense qu'il sera intéressant, c'est que le smartphone sera l'assistant personnel. Je pense qu'il y a une grande nouveauté, c'est l'interaction qu'on peut avoir. S'il y a un échange, c'est pas juste je demande quelque chose, on me le restitue, mais il y a une espèce de continuité. Je pense que c'est ça aussi une évolution quand même importante. Alors, il faut quand même préciser que les assistants vocaux personnels ne sont pas encore vraiment développés en France, alors qu'ils sont présents dans environ 1 foyer sur 10 aux États-Unis. Google Home est sorti le 3 août en France et Amazon Echo, c'est prévu pour début 2018, entre autres. D'après une estimation Tractica, 1,6 milliard de personnes utiliseront des assistants vocaux personnels intelligents en 2020. C'est vrai que donc, pour le moment, c'est encore assez confidentiel en France. Emmanuel Alix, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, c'est complètement confidentiel, non, très clairement. Là, on le voit, Google Home s'est lancé, même Amazon, c'est plutôt prévu, je crois, pour le deuxième trimestre, voire un peu plus tard. Donc non, on est quand même au tout début, et puis l'expérience, pour ceux qui l'ont testé, l'expérience est correcte, mais elle est encore très largement perfectible. Il y a encore des évolutions. Ah oui, il faudra, sinon ça s'imposera pas, je pense, en l'état. Mais est-ce que du coup, en France, ça pourrait mettre du temps à s'installer ? Maël Primet ? Moi, je pense que ça met un peu de temps au début, mais une fois que ça s'installe très rapidement. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est-à-dire que ça allait très très vite. Et après, pareil, effectivement, aujourd'hui, c'est pas forcément la qualité à laquelle la plupart des gens peuvent l'utiliser, mais ça va assez vite aussi de s'améliorer. Et du coup, en quelques mois, 1 an, ça peut être quelque chose que tout le monde utilise, quoi. Alors, il faut dire que le prix n'est pas non plus excessif. Enfin, moi, je trouve, il faut compter 149 € pour un ou une Google Home, on ne sait pas trop du coup. Basique, c'est une dépense que le public serait prêt à faire pour vous, Maël Primet ? Je pense, c'est ce qu'on voit en tout cas aux États-Unis. Effectivement, les gens l'ont acheté en grand nombre, et effectivement, c'est une dépense qui est pas hallucinante. Quand on voit que maintenant le prix d'un portable, ça peut être 800 ou 1000 €, c'est quelque chose de... C'est ça, comment ça s'explique d'ailleurs ce tarif qui est effectivement pas très très élevé par rapport au prix d'un smartphone finalement ? Alors, je ne sais pas exactement comment les grands constructeurs ont construit leur objet. Je pense qu'il y a quand même des histoires de lutte commerciale entre eux, c'est-à-dire qu'ils essayent de réduire les prix énormément parce que finalement, leur intérêt, c'est d'être dans chaque maison, d'avoir un micro dans chaque maison, de vendre, d'être celui qui est la plateforme qui va vendre à travers Google, Amazon, etc. Donc ils ont intérêt à presque subventionner l'achat de ces objets, quoi. Et puis après, je pense que l'objet n'est pas non plus ça reste une enceinte, entre guillemets, dans lequel dedans il y a un petit système système qui a le même système d'information que dans votre téléphone. Donc je pense que d'un point de vue matériel et composants, ça doit pas... En fait, quelque part, les coûts de développement ont déjà été amortis par les smartphones, c'est ça que vous... Ah ouais, je pense. Enfin, je crois que c'est à peu près le même socle technique qui est derrière. Donc,
Alors moi j'aimerais qu'on s'intéresse aux contenus qui pourront être développés sur ces petits objets technologiques. Emmanuel Alix, on disait en début d'émission, le 26 octobre, le quotidien L'Équipe a lancé 3 formats pour Google Home. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors nous, ce qui nous a intéressé, c'est de proposer une nouvelle expérience de contenu, parce que donc L'Équipe est, comme vous l'avez rappelé, un journal, une télé ou un site internet, mais n'est pas une radio, donc faisait peu d'audio jusque-là. On s'était lancé au cours de l'année, on avait lancé un podcast rugby avec Binge, qui nous accompagne là-dessus. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Donc pour nous, déjà, la première expérience, et L'Équipe, c'est de l'information. Donc on est obligé de proposer quelque chose, une information chaude, réactive, avec ce qui se passe dans l'actualité sportive. Donc aujourd'hui, quand on interagit avec Google Home, on interagit avec L'Équipe. Entre guillemets, on rentre en conversation avec un personnage, L'Équipe, si on peut l'appeler comme ça, qui n'est pas très personnel, mais parmi les quelques personnages que propose Google, quelques voix que propose Google. Et donc on a trois formats, un format d'info, un flash info, un briefing du matin, ce qui s'est passé la veille et ce qui va se passer dans la journée, autour de un peu moins de 2 minutes. Un petit jeu qui est de découvrir le sportif du jour. C'est-à-dire on pose des questions et là on interagit, c'est ça qui nous intéressait en termes de développement technique, qui est un peu d'échange. C'est je suis footballeur, ok, Maradona, non, mauvaise réponse, j'ai joué dans tel club, bonne ou mauvaise réponse, comme ça une espèce d'interaction. Et le troisième, c'était voir comment des informations qu'on avait en base de données chez nous, qui étaient du texte, on pouvait les restituer d'un point de vue audio. Donc c'est ce qu'on appelle l'éphéméride, ou plutôt l'info du jour. C'est qu'est-ce qui s'est passé le 7 novembre 82. Voilà. Et donc là, on raconte une petite histoire, c'est 300 signes qui sont lus vocalement par le synthétiseur vocal de Google Home. Voilà, donc on a voulu tester 3 fonctions très différentes et qui pour nous étaient intéressantes dans notre compréhension du système. Et du coup, c'est un service sur abonnement, c'est ça ? Comment... Non, c'est un service, on interagit avec l'enceinte et on lui parle et on dit « passe-moi L'Équipe ». À partir du moment où on rentre en conversation avec le personnage de L'Équipe. Mais tout ça est complètement gratuit. Okay. Il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Google ne l'a pas encore dévoilé. Enfin, le leur, je le vois bien, le nôtre, un peu moins. Alors justement, j'ai ici une Google Home qui nous écoute depuis tout à l'heure, qui enregistre tout ce qu'on dit. On va essayer d'écouter un format de L'Équipe dessus pour mieux comprendre à quoi ça correspond. Alors je vous laisse faire, Emmanuel Alix, parce que c'est vous le chef. Ok Google, passe-moi L'Équipe. Ok, je vous mets en contact avec L'Équipe. Bienvenue sur l'application L'Équipe. Que souhaites-tu faire ? Écouter le flash L'Équipe, jouer au trivia game ou écouter l'histoire du jour ? Le flash L'Équipe. Ok, c'est parti pour le flash L'Équipe. Bonjour, voici le flash L'Équipe du 7 novembre. Bienvenue à tous. Qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 de football, l'équipe de France s'est réunie pour l'avant-dernière fois avant la préparation du mondial en Russie. Au menu, 2 matchs amicaux face au Pays de Galles et en Allemagne, les 10. Voilà, du coup, on va peut-être pas écouter en entier, mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que ça représente. Alors moi, j'aimerais savoir, Emmanuel Alix, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans les assistants vocaux avec L'Équipe ? C'était cette réflexion sur l'audio où on voit que l'audio commence à reprendre, on va dire, sur le numérique une place importante. Donc c'est ce qui nous intéressait. Donc on l'avait fait, comme je disais, avec les podcasts autour du rugby. On a mis les émissions de la chaîne, on les a également mis en podcast. Donc ça commence à prendre. Donc il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de tester un nouveau service, tant pour nos journalistes que pour nos équipes techniques, qu'ils appréhendent le produit, on va dire un peu d'intelligence artificielle, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais voilà, c'était ça qui était intéressant. Le deuxième, c'était comment nous, on était en mesure de raconter des histoires de sports différents, voilà, ce qu'on ne savait pas faire jusque-là, et comment on pouvait apprendre de tout ça pour proposer autre chose. Et puis après, on fait régulièrement des opérations, on va dire des dispositifs avec Google, et donc Google était assez intéressé à ce qu'on s'associe à eux pour le lancement, et qu'ils voulaient quelqu'un de la thématique sportive. Et c'est quelque chose que vous aimeriez développer encore plus, c'est-à-dire créer encore plus de formats, si jamais vous voyez que ça marche ? Ouais, parce que nous, notre vraie réflexion, c'est pourquoi l'audio, on y croit, c'est que c'est complémentaire à... Je regarde la télé, je suis en train de lire un article, je suis en train de faire autre chose, ma cuisine. C'est ça qui est génial avec l'audio, ce qu'on ne permet pas avec un journal, et un peu moins avec une télé. Donc nous, c'est comment L'Équipe essaie toujours positionner comme j'accompagne le fan de sport dans toute sa consommation de sport, le matin avec le journal, toute la journée avec le numérique,
Et même sur la chaîne L'Équipe, aujourd'hui, on raconte des matchs alors qu'on n'a pas les droits sportifs. On a des gens qui, sur un plateau, comme de la radio, vont raconter un match. Donc nous, c'est comment je suis en train de regarder un match de foot. C'est un peu notre objectif ultime. Et j'interagis avec le Google Home pour dire, OK, Cavani, attaquant du PSG, vient de marquer un but. OK, Google, est-ce que tu peux me dire combien de... Google Home s'est allumé. Elle nous écoute. Pourtant, j'avais... Et donc interagir avec l'enceinte pendant que je regarde un match. Et donc comment, pendant un match, l'assistant peut me donner des informations sur des statistiques, sur une histoire d'un joueur, sur une biographie, sur... voilà. Et ça, c'est là où on y croit beaucoup, c'est comment l'équipe nous sera capable d'apporter autre chose en audio par rapport à une consommation qui peut se faire sur un autre support. Et est-ce que vous avez déjà de premiers retours ? Parce que c'est vrai que vous avez des passionnés, vous vous adressez à un public de passionnés par le sport, donc potentiellement tous les nouveaux formats les intéressent, j'imagine. Est-ce que vous avez de premiers retours, soit en chiffres, est-ce que vous savez combien de personnes utilisent ces 3 nouveaux formats que vous avez développés, soit en chiffres, soit en retour, en commentaire, c'est vraiment génial, ou alors, bof, voilà, est-ce que vous avez des retours ? J'ai pas de retours chiffrés, des retours plus intrigués, étonnés, surpris, sur le côté, c'est assez sympa que l'équipe fasse ça. Sur la qualité du produit, j'ai pas eu de retour très précis, mais c'est encore... et puis après, alors l'usage, je pense qu'il est vraiment tout petit. Et c'est plutôt un gros challenge pour un média papier de se lancer dans ce type de format-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose à saisir justement via ce type de technologie ? Alors déjà, je sais qu'historiquement, on a un média papier, oui, mais bien sûr, a quand même une chaîne de télé et numérique, donc ça représente quand même une bonne partie, notamment les gens qui font le flash audio, c'est les gens qui gèrent la vidéo chez nous. Donc c'est des gens qui sont plutôt habitués à poser une voix sur de la vidéo, donc pour eux c'était pas très différent. Et je pense qu'il y a une vraie facilité, c'est qu'aujourd'hui un journaliste, entre guillemets, c'est plus facile de faire de la radio que de l'emmener de faire de la télé ou de l'emmener faire du numérique. Nos journalistes, ils savent super bien raconter des histoires, même en audio. Ils le font très très bien en texte, mais ils le font aussi bien en audio. Donc moi je pense qu'en plus c'est un moyen d'amener tous nos journalistes, on va dire, de la presse écrite, du journal, vers du numérique. Donc non, je pense que c'est plutôt même un facilitateur, l'audio, dans ce cadre-là pour les emmener sur ces sujets-là. Alors j'ai vu passer une étude d'Edison sur les réseaux sociaux sur les usages des assistants vocaux personnels aux USA. Eh bien, figurez-vous que c'est donc 65% d'écoute de musique d'abord, ensuite on a 28% de news, 20% de podcasts ensuite et 18% d'audiobook. Qu'est-ce que ça signifie tout ça en termes d'expérience utilisateur, Maël Primé ? Effectivement, il y a beaucoup de contenu audio, musicaux qui est utilisé sur ce genre de plateforme. Et nous, c'est quelque chose que les gens nous demandent beaucoup, effectivement, quand on crée des plateformes. Et ça veut dire, ça c'est surtout des défis techniques, c'est-à-dire qu'il faut que l'enceinte, par exemple, le micro, quand ça joue de la musique, ça soit capable de comprendre la voix. Il faut que les modèles de compréhension de la parole résistent au bruit, etc. Donc ça, c'est tout un tas de développements un peu techniques qui permettent de gérer ce genre de situation. Sinon, en pratique, gérer n'importe quel type de contenu, pour nous, c'est un peu transparent. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui sont capables, on leur donne des exemples de texte, du genre « donne-moi l'équipe » ou « mets-moi le flash d'aujourd'hui ». Il va être capable de généraliser à différentes manières d'exprimer la même chose. Il va comprendre tout seul, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le sport, etc. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie, ce pari que fait la technologie sur la voix, justement ? Nous, effectivement, on pense que la voix, c'est important, d'une part parce que effectivement, c'est souvent complémentaire d'autres médias. C'est-à-dire quand je lis le journal, je peux poser une question, quand je fais la cuisine, je peux dire quelque chose alors que j'ai les mains prises, j'ai pas forcément un écran en face de moi, etc. Donc c'est pratique à utiliser quand ça marche bien. Je pense que ce qui était très limitant jusqu'à aujourd'hui, c'est que la voix, la reconnaissance vocale ne marchait pas très bien. Aujourd'hui, on a des systèmes qui marchent quasi parfaitement, voire même mieux que des humains dans certains cas. Et du coup, ça devient vraiment intéressant comme médium pour interagir. Et du coup, vu qu'en même temps, on a aussi une explosion du nombre d'objets autour de nous, c'est-à-dire qu'on a tous un téléphone, un ordinateur, une tablette, etc. Et ça va continuer avec la voiture, les chaussures connectées, etc. Il y a un moment où on ne va pas pouvoir interagir chaque fois avec 25 apps différentes. Il va y avoir une sorte d'unification. Et c'est là où les assistants vocaux vont être aussi très, très utiles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un assistant qui va gérer tous nos objets. On va lui parler d'une manière complètement transparente. Et c'est lui qui va faire toutes les connexions. Et ce n'est pas à nous de souvenir dans quelle app, avec quels paramètres, etc. je fais interagir tous mes objets ensemble. C'est la porte d'entrée, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Mais alors du coup, vous disiez que donc vous parliez des téléphones, des tablettes qui eux allaient perdurer. Mais est-ce qu'on est prêt à se passer d'un support physique quand même sur lequel on appuie
est-ce qu'on est prêt à se passer de nos doigts, en fait Pour interagir, je pense que oui, effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément envie, il y aura toujours des contextes dans lesquels je suis dans le métro, j'ai envie de taper un SMS à une personne que j'aime bien, j'ai pas envie de le dire à haute voix, parce que j'ai pas envie que mes voisins le sachent, mais par contre, si je suis en train de commander un café chez moi, j'ai pas forcément envie de me rappeler quel est le bouton pour le sucre, quel est le bouton pour etc. J'ai juste envie de dire, donne-moi un café avec 2 sucres, et que n'importe quel objet avec lequel j'interagisse aujourd'hui sache comprendre ce genre d'ordre. J'avais vu une autre étude, je vous inonde d'études depuis tout à l'heure, plus de 8 Français sur 10, alors c'est une étude Ipsos pour Microsoft réalisée en 2016, qui dit donc que plus de 8 Français sur 10 savent que l'on peut contrôler son ordinateur ou son téléphone grâce à la voix. Mais ils ne sont que 29% à avoir déjà essayé. Pour vous, Emmanuel Alix, le Siri sur iPhone, c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement ou c'est vraiment un gadget Alors moi non, mais une petite expérience personnelle, j'ai des filles de 6 et 10 ans, et pour regarder des dessins animés, elles vont sur Google et direct elles parlent, et elles se posent pas la question de taper Choupi, Yakari, ce que vous voulez. En même temps, c'est dur à écrire Yakari. Mais... C'est vrai, mais c'est automatique. Elles prennent le téléphone Android, elles lui parlent directement et ça lance YouTube et elles regardent leurs dessins animés comme ça. Donc, quand je les vois faire ça, je me dis que pour elles, dans quelques années, ça sera complètement naturel d'interagir par la voix. Et que moi, ça me surprend un peu. Je suis encore très avec mes doigts, mais elles, alors vraiment pas du tout. Donc non, je suis vraiment convaincu que ça sera comme l'expliquait Maëlle, un type d'usage, mais qui, pour quand même pas mal de choses qu'on fait tous les jours, on pourrait se passer de nos doigts et d'un objet dans les mains. Oui, moi j'avoue, je m'en sers beaucoup en tout cas, par exemple. Et Maëlle Primet, comment ça fonctionne la technologie vocale, ou plutôt la reconnaissance vocale ? La reconnaissance vocale, donc en fait on a un signal vocal qui est juste la pression de l'air, comme ce qu'on enregistre dans un microphone, qui varie, et il y a un certain nombre de fréquences de la voix qui sont un peu des signatures des sons qu'on émet, qui apparaissent dans ce signal. En général, on a des méthodes mathématiques d'analyse en fréquence, ce qu'on appelle les transformés de Fourier et d'autres transformés qui permettent de passer une représentation en espace et en temps vers une représentation en fréquence à un certain moment donné, quelles sont les fréquences dans mon signal. Et ça, en fait, chaque son dans ma voix a une signature, et on va apprendre avec des algorithmes à reconnaître chacune des signatures à chaque pas de temps. Est-ce que je suis en train de dire un O, un U, un E ? Et donc ça, on utilise une technologie qui est en fait assez ancienne, mais qui a commencé à marcher assez récemment, qui s'appelle les réseaux de neurones profonds, qui marche très bien pour ça, qui arrive très bien à détecter la voix. Et donc ça nous permet de passer d'un signal complètement vocal à une suite de sons. Et après, au-dessus de cette suite de sons, on va ajouter un modèle de langage, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va dire, la personne parle en anglais, donc en fait, je vais essayer de détecter. Par exemple, si je dis un mot comme intelligence, peut-être que j'ai voulu dire intelligent ou intelligence. Il y a plein de manières de comprendre une suite de sons. Et en fait, je vais avoir un modèle probabiliste au-dessus qui va dire si la personne parle français, qu'elle est en train de parler à l'équipe, alors probablement qu'il a voulu dire tel mot plutôt que tel autre. Et avec ça, l'algorithme se débrouille pour trouver le mot, quoi. C'est assez fascinant quand même, hein. C'est amusant. C'est vrai que c'est... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, et on peut même rajouter Microsoft, sont sur le coup. J'ai interrogé Emmanuel Vivier sur ce nouveau marché, ça va pas du tout, et ces acteurs qui se partagent donc ce marché. Emmanuel Vivier, c'est le cofondateur de HUB Institute, qui est un cabinet de formation et de veille sur la transformation digitale. Ça veut dire que déjà j'ai une tête de gondole installée dans mon salon, ma chambre ou ma cuisine, donc ça crée une barrière à l'entrée. On ne va pas installer 10 concierges numériques dans sa maison, donc si j'ai une enceinte Amazon Echo, il y a moins de chances que demain j'ai une enceinte d'une autre marque. Et puis si c'est tellement simple de commander sur Amazon que j'ai juste besoin de prononcer le nom du produit, il y a beaucoup moins de chances que du coup j'aille sur un site concurrent. Si les concurrents, c'est beaucoup plus compliqué, il faut que j'aille ouvrir mon ordinateur, l'allumer, me connecter, ouvrir mon navigateur, aller sur l'adresse du site internet, ajouter un produit, rentrer mon numéro de carte bleue. Alors sur Amazon, j'ai juste besoin de me dire ajoute-moi une bouteille d'Evian ou de Coca-Cola. Voilà, en termes d'attente de l'utilisateur, il va y avoir un avantage très net, mais ça veut aussi dire que au-delà de ce que peut proposer Amazon sur son site e-commerce ou les questions-réponses, ça va être aussi demain des partenaires qui vont être référencés dans le store Amazon. Aujourd'hui, on évalue à peu près à 30 000 skills, 35 000 skills, donc 35 000
sites partenaires, services partenaires ou objets connectés partenaires qui sont interfacés, qui peuvent être pilotés à la voix par Amazon Echo. Demain, si je veux commander un Uber sur Amazon Echo, certainement qu'à chaque commande, Uber versera une petite commission à Amazon, donc ça va lui générer des revenus complémentaires énormes. Et puis tout simplement, ça va enrichir sa base de données en termes de données, puisqu'il va pouvoir demain, au niveau de la régie pub Amazon, par exemple, vous dire, vous voulez cibler tous les gens qui ont commandé un Uber, qui ont écouté Amazon Prime Audio ou Spotify et Lady Gaga, et qui ont demandé la météo aujourd'hui, et qui ont plus de 12 rendez-vous dans leur calendrier par jour. Et ça sera possible de cibler ces personnes-là de manière anonymisée, mais ce sera potentiellement possible de les cibler. Quel regard vous portez sur ce qui vient d'être dit ? Ah oui, ce qui est certain, c'est que pourquoi Google, Amazon, Apple, c'est qu'ils veulent la connaissance utilisateur. Depuis des années, c'est ça. Donc l'objet connecté et l'assistant vocal encore plus. Après, je pense pas que demain ils feront payer des acteurs, ils prendront une com sur le. Ça vous y croyez pas ? Non, parce que eux, ils ont besoin qu'il y ait le maximum de monde qui vienne. Ils ont besoin qu'il y ait le plus de services développés. Mais eux, déjà, ils s'enrichissent. Déjà, grâce à la donnée, grâce à la connaissance utilisateur. Donc s'ils mettent une barrière à l'entrée, je vais te prendre un pas de porte, entre guillemets, un pourcentage de ta commission. Ils le feront peut-être, mais je pense que ça sera pas bon signe sur la prise en compte des usages. Et que, aujourd'hui, Google ne font pas payer pour qu'on soit bien référencé. Mais bon, ils nous prennent quand même beaucoup de données sur nos lecteurs. Je prends mon cas à l'équipe. Voilà. Mais je pense qu'ils ont d'autres business en vue que celui-là. Oui, pour nous, effectivement, c'est une question extrêmement importante. Donc, effectivement, comme dit la personne, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui s'est passé pour les moteurs de recherche sur Internet il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a eu une compétition, puis d'un coup, il y a Google qui a émergé, qui a mangé tout le monde. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est qui sera le moteur de recherche de la maison. Et c'est pour ça qu'ils se battent aussi durement, parce qu'une fois qu'il y a Alexa dans toutes les maisons, c'est le Google de chez les gens, et tout le monde va utiliser là-dessus. Et c'est un énorme marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énorme bataille. Nous, on a aussi une grosse bataille personnellement chez Snip, on est très attaché à la vie privée. Et donc effectivement, avoir un micro chez soi allumé tout le temps, c'est quelque chose qui est dérangeant parce qu'effectivement, toutes les données, tout ce qu'on dit, ce qu'on commande, etc., les GAFA le savent. Et quand je commande un café le matin, j'ai aucune raison de supposer que Google doit le savoir, parce qu'il n'aura pas à le savoir. Et ça devient encore plus dérangeant parce que ce genre de technologie maintenant arrive chez les Barbie pour les filles ou les garçons. Et voilà. Et est-ce qu'on va contrôler ce que les enfants disent ? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans la famille, que l'enfant est en train de raconter un truc que les parents contrôlent absolument pas, et c'est normal, à la télécommande audio, et que ça se retrouve sur un serveur américain. Il y a eu des histoires où la justice américaine a demandé l'accès aux données, etc. Donc, pour tout un tas de raisons, c'est dérangeant, même si on a des systèmes, par exemple, les objets ne sont pas censés écouter tant qu'on ne dit pas OK Google ou équivalent. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des bugs, entre guillemets, et qu'il y a des cas où en fait les objets écoutaient en permanence. Et ça, c'est un truc qui, de toute manière, arrivera tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une régulation très importante qui va arriver en Europe l'année prochaine, qui s'appelle GDPR, qui est sur tout ce qui est la vie privée, et qui va demander que les systèmes maintenant aient des principes de privacy by design, c'est-à-dire qu'ils doivent être conçus de façon à respecter la vie privée, et en particulier s'il n'y a pas besoin d'envoyer des données à des serveurs, ça ne devrait pas le faire. Donc quand moi j'ai une machine qui est juste là pour commander le café, il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Et c'est un peu là-dessus que nous on travaille. Alors, comme vous le dites, au niveau du public, il y a des vraies questions qui se posent, donc notamment sur la sécurité. Comment on se protège face à un assistant vocal qui est chez soi, qui nous connaît par cœur ? J'ai demandé du coup à Emmanuel Vivier, qu'on vient d'entendre, ce qu'il en pensait. Je vais être franc, le consommateur, lui, c'est toujours pareil. Honnêtement, plus c'est simple, plus c'est pratique, plus c'est personnalisé, plus en général, il va être content. Évidemment, on a toujours une petite inquiétude ou une petite voix dans nos têtes qui nous dit mais attention quand même sur l'utilisation des données personnelles. Maintenant, je vais être très franc, il y a eu un énorme scandale avec la NSA, avec Snowden. On est averti qu'on est écouté, espionné, regardé. Est-ce que ça ralentit Facebook ? Non, pourtant c'est bien l'endroit où on partage tout. Est-ce qu'on a vu des manifs dans la rue alors qu'en France on manifeste pour le moindre truc qui nous tracasse ? Aucune manif. Est-ce que ça a motivé les gens à faire pression sur le gouvernement pour moins nous écouter ? Non, avec le terrorisme, on a voté plus de lois où on a encore plus le droit de nous écouter, de scanner, nous espionner. Donc la réalité, c'est on y pense. Maintenant, est-ce que les gens... Tant que ça facilite, ça personnalise, ça aide les gens dans ce qu'ils ont envie de faire, souvent on est prêt à accepter quand même de perdre un petit peu d'indépendance ou de protection de sa vie privée si c'est en échange d'avoir une personnalisation meilleure.
Qu'est-ce que vous en pensez, Maël Primé ? Oui, je pense qu'il a raison au sens où les gens ont besoin d'un service, ils vont le demander. Maintenant, en fait, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de moyens autres. C'est-à-dire que si on voulait avoir un assistant vocal, il fallait qu'il soit connecté, il fallait que tout le temps il marche. Aujourd'hui, avec des sociétés comme la nôtre, on arrive à faire des choses qui sont complètement private by design. C'est-à-dire que mon assistant reste sur l'objet, il n'envoie jamais de données à l'extérieur, sauf quand il a besoin de contacter un service comme l'équipe pour donner des news. Et dans ce cas-là, il demande juste l'info dont il a besoin et il n'envoie pas toutes mes données. Donc maintenant que ça existe et que ça marche aussi bien que le reste, en fait, les gens vont juste voir les deux produits qui sont les mêmes. Il y en a un qui respecte ma vie privée et l'autre non. Le choix sera évident. Alors oui, du coup, c'est ce que je voulais vous demander. Chez Snips, vous essayez de travailler justement sur ces questions-là. C'est ça. Nous, en fait, effectivement, on essaie de faire en sorte d'optimiser tous les algorithmes pour que tout marche sur l'objet. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'énormes serveurs. Donc ça a tout un tas d'avantages. C'est d'une part, ça coûte moins cher. Le constructeur de la machine à café, il n'a pas forcément envie de vendre une machine à café et de payer des abonnements à Google pendant 10 ans pour être sûr que la personne, 10 ans après, puisse toujours utiliser sa machine à café. Il a envie d'avoir un coup une fois et que ça marche tout le temps. Et les utilisateurs n'ont pas envie d'avoir leur vie privée révélée sur des serveurs. Et en plus, voilà, si moi je veux être dans ma voiture, avoir un assistant qui marche tout le temps, et pas que quand je suis dans un tunnel ou quand je suis à 150 sur l'autoroute, ça coupe à cause de la communication. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui marche à côté de moi, quoi. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a les capacités de le faire. Et donc, si ça marche aussi bien qu'une enceinte connectée, et que ça respecte ma vie privée, et que ça me permet d'être dans toutes les situations, les consommateurs vont faire rapidement le bon choix, on pense. Les assistants vocaux personnels, ça devient aussi un terrain de jeu pour les publicités. Ça va donc emmagasiner beaucoup d'informations qui me concernent. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? On va tous devenir addicts. Après, je pense qu'on évoquait le nouveau règlement e-privacy là, qui arrive en 2018, qui peut être un vrai changement pour l'économie numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous, les premiers sites médias, on en a sans doute un peu abusé, mais c'est ce qui nous permet d'essayer de vivre et de gagner de l'argent. Mais je pense que ça va pas mal changer, et je pense qu'il va peut-être y avoir une autre approche de la publicité, un peu plus intelligente, un peu moins massive, où voilà, on essaie de diffuser. Voilà, si vous voulez acheter de la publicité massive, vous allez chez Facebook, chez Google, ils font ça très bien. Mais nous, qui apportons du contexte, qui apportons des choses comme ça, comment on arrive à mieux intégrer les annonceurs avec nous ? Je pense que c'est un enjeu très important. Et moi, typiquement sur notre service sur Google, on se dit que pour une marque d'être associée à ça, un peu comme on peut l'entendre à la radio aujourd'hui, il y a sûrement des choses à faire intéressantes. Donc je pense que la donnée hyper personnelle qui vous donne la bonne pub au bon moment, il y a des acteurs qui le font très bien. Nous, marques médias, qui offront un contexte, un contenu de qualité, etc. Je pense qu'il y a une autre approche qui peut être amenée. Ce genre pour moi, d'outil peut l'accélérer et peut faire en sorte que ça se développe. Parce que de toute façon, il faut bien qu'on invente, nous, un autre modèle publicitaire, parce que le modèle publicitaire de la connaissance utilisateur de la data, jusqu'à preuve du contraire, il est complètement pris par Facebook et Google. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant. Et je pense que c'est aussi ce qu'on attend d'un assistant, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui la pub c'est quelque chose qui nous est envoyé et on l'a pas forcément demandé, alors qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par de la bonne pub, comme si je demandais à un ami, tiens, qu'est-ce que tu me recommandes d'acheter, et si mon assistant me connaît bien et que c'est moi qui ai dû demander, tiens, qu'est-ce que je devrais manger ce soir, et que c'est lui qui me fait une recommandation, et que je sais quelle donnée il a utilisée, qu'il va pas la partager dans mon dos, etc. Je pense que les gens en fait seront plus d'accord avec ça, parce qu'ils ont envie d'avoir une pub de bonne qualité, enfin un conseil de bonne qualité. Ce qu'on n'aime pas dans la pub aujourd'hui, c'est que c'est complètement opaque, c'est des données que je contrôle pas, qui sont revendues, et je sais pas d'où ça vient, et puis ça marche pas très bien aujourd'hui, quoi. J'achète une fois des chaussures quelque part, et j'ai 12 pubs pour les chaussures pendant 2 semaines. Donc, Et est-ce que c'est pas un peu à nous de nous auto-réguler, de nous auto-éduquer sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait voir à Internet et à l'intelligence artificielle ? Moi, je dirais que c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que s'autoréguler, c'est déjà ce qu'on fait sur Facebook aujourd'hui, et ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que je n'ai pas forcément que des gens dans mon cercle d'amis proches qui sont mes amis sur Facebook, donc je vais me limiter dans mes opinions politiques que je vais exprimer, dans certaines choses que je vais dire, parce que je dois défendre une certaine image, et si j'ai besoin, même à l'intérieur de mon foyer, de réfléchir à ce que je peux dire à mon assistant, d'un coup, je deviens... C'est ça, on n'est plus jamais chez soi, finalement. Exactement, et surtout, on limite notre pensée. Donc, je ne pense pas que ça puisse être un monde dans lequel la démocratie arrivera à fonctionner. Il faut, au contraire, qu'on ait des objets qui, by design, respectent notre vie privée et nous permettent d'être qui on est. Et du coup, pour en terminer, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, l'intégralité de notre vie sera régulée à la seule force de notre voix ? Est-ce que la voix pourra tout décider ?
Alors décider, je sais pas, mais en tout cas nous accompagner sur, je pense, énormément de tâches de notre vie quotidienne. Et ouais, ça, ouais, je pense. Enfin, surtout vraiment l'audio est partout, tout le temps. C'est la vraie différence avec tous les autres médiums, on va dire. Donc oui, je pense que ça fera plein de choses. Après, voilà, on aura toujours envie d'écrire, avec un stylo. Enfin, je pense que tout ça ne remplace pas toujours ce qu'on peut faire avant, et c'est toujours quelque chose en plus qui doit nous aider. Mais enfin voilà, aujourd'hui vous pouvez déjà écrire vos mails et vos SMS avec la voix, mais sauf que les gens le font pas, ils préfèrent continuer à l'écrire avec un clavier. Donc ça, je pense que ça continuera. Après, interagir et proposer une question, et fais-moi un café, donne-moi les infos, ou achète-moi un billet de train. Ouais, il n'y a pas de valeur ajoutée de le faire avec ses doigts et avec un clavier, quoi. Pourquoi pas ? Non, je pense que c'est ça. Et je pense qu'on va aussi voir après une augmentation. Aujourd'hui, ces assistants sont surtout effectivement des objets qui répondent à des questions assez simples. Plus ça ira, plus maintenant on commence à comprendre un peu certains mécanismes d'apprentissage qui nous permettent de faire des assistants de plus en plus intelligents. Et un jour, ils seront capables de faire au moins les prémices d'un raisonnement et de faire des actions plus compliquées. On verra comment les gens l'utilisent, mais je pense que ça ne sera jamais l'intégralité. Même entre nous, humains, effectivement, on a différents modes d'interaction et il n'y a aucune raison que ce soit différent avec ce genre d'objet. Sophie Massieu, il me semble que c'est à vous, non ? Eh ben, je crois. Eh ben alors, on vous écoute. Dites-moi, Andréane, il me semble que comme moi, à la base, vous êtes plutôt une littéraire qu'une scientifique, non ? Oui, plutôt, oui. Alors, j'ai ce qu'il vous faut. Un livre audio qui va tout vous expliquer sur les ondes gravitationnelles et les trous noirs. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Dans un de leurs derniers ouvrages, les éditions De Vive Voix ont mis à contribution quelqu'un qui s'appelle Thibaut Damour. Il est membre de l'Académie des sciences, chercheur, professeur, et il a reçu la médaille d'or au CNRS cette année pour ses travaux en astrophysique. Il a beaucoup de talent pour expliquer simplement un phénomène horriblement complexe. Et comment il s'y prend ? Il est manifestement assis à son bureau, pas dans un studio. Au casque, si vous écoutez le livre au casque, et sans que ce soit gênant, on entend au loin les petits oiseaux par la fenêtre. Dans une émission précédente, le comédien Noam Morgenstern, se plaignait que les enregistrements de livres audio étaient tous très aseptisés. Et ben là, ce n'est pas le cas du tout, et on entend aussi lorsqu'il touche ses feuilles. Mais ce n'est pas l'essentiel, évidemment. Notre astrophysicien nous explique des choses terriblement complexes, avec un ton calme et posé, un débit lent mais pas ennuyeux, le ton de quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui en plus sait le rendre intelligible, un parfait pédagogue en somme. Je vous en propose une petite preuve. La théorie d'Einstein consiste à dire que l'espace n'est pas juste une entité vide où existeraient les lois de la géométrie que l'on apprend à l'école, qui viennent des Grecs, d'Euclide, mais que l'espace est en fait une structure élastique qui est déformée par la présence en son sein de masse ou d'énergie. L'idée essentielle à retenir, c'est que l'espace est comme de la gelée. Cette gelée est déformée, donc, nous dit Einstein, par la présence de masse ou d'énergie. Expliquons ce que cela veut dire. On vous laissera découvrir. En tout cas, moi, à l'école, je détestais la physique et je me contrefichais de l'astronomie. Et là, j'ai compris un nombre de choses incroyables sur le phénomène des ondes gravitationnelles. Le prix Nobel de physique 2017, vous vous en souvenez peut-être, vient d'être attribué à 3 Américains qui ont mesuré 2 ans auparavant l'arrivée de ces ondes sur Terre. Imaginez, elles ont été produites par la fusion de 2 trous noirs à 1 milliard d'années-lumière de nous, de notre planète. Et ces ondes gravitationnelles permettent de valider la théorie de la relativité générale d'Einstein, pile un siècle plus tard. C'était le premier à avoir dit que l'espace-temps pouvait être modifié par des masses en mouvement et que ces changements produiraient des ondes gravitationnelles. Mais on ne peut pas comprendre tout ça juste avec un ton de voix, Sophie. Non, mais il y contribue grandement. S'y ajoutent bien sûr des images très parlantes, comme celle qu'on vient d'entendre. Celle-ci, l'espace, est une gelée et donc peut être déformée. Ou celle-là, 2 bulles de savon qui se rapprocheraient trop finiraient par fusionner, exactement comme les trous noirs. L'autre astuce pour rendre tout cela compréhensible, c'est de faire du raisonnement un cheminement qui va d'un point A au point B et ainsi de suite. Bref, ce livre nous accompagne pas à pas, on nous prend par la main, on nous explique une idée,
on la résume avant de passer à la suivante. Et c'est ainsi qu'on va de la théorie de la relativité générale d'Einstein en 1915 à la nouvelle astronomie que préfigure pour les décennies à venir cette perception nouvelle des ondes gravitationnelles. En fait, plus le livre avance, plus les raisonnements deviennent complexes et pointus. J'avoue que moi, à la fin, je me suis un petit peu laissée submerger par des idées que je ne saisissais plus vraiment. Mais c'est ça qui est génial. Pourquoi ? Eh bien, pour 2 raisons. D'abord, parce que dans ce livre, tout le monde peut trouver des choses à apprendre, à comprendre, quel que soit son niveau de connaissance scientifique au départ. Si, comme moi, vous n'y connaissez rien, vous découvrez des informations dès les premières lignes, dès les premières minutes. Et si vous êtes plus expert, vous ne resterez pas non plus sur votre faim. La suite vous apportera des connaissances complémentaires. Et l'autre raison, c'est que tous, nous pouvons gagner à écouter avec intérêt ce livre plusieurs fois. On peut ainsi affiner, étayer nos savoirs. Et ça, c'est du pur bonheur. Donc Sophie, on suit vos conseils, on part pour 90 minutes de remue-ménage en écoutant Thibaut Damour. On vous rappelle le titre du livre, Ondes gravitationnelles et trous noirs, et c'est publié par les éditions de Vive Voix. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Je tiens à remercier Maël Primet. Vous êtes cofondateur de Snips. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique du journal L'Équipe, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à vous qui nous écoutez, c'est important de vous remercier, vous aussi. Si vous avez aimé l'émission, si vous nous écoutez régulièrement sur assistant vocal ou pas, n'oubliez pas les petites étoiles, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. L'Air du Son, coproduction audible.fr et Binge Audio, on revient très vite. Je vous dis à la prochaine. L'Air du Son, je vous rappelle, c'est un jeudi sur 2. Dans la prochaine émission, on va parler de la voix et de son pouvoir, la voix qui convainc, la voix qui soigne, tout sera dans l'Air du Son. Ciao à tous.